Bonjour à tous et toutes. Il est 14h01. On va débuter du coup ce webinaire. Il y aura sûrement des personnes qui vont arriver au compte-gouttes dans les prochaines minutes. Le format de ce webinaire du coup permettra de s'exprimer et de poser quand même des questions. Notamment, vous avez un onglet qui doit être disponible pour vous qui s'appelle Conversation. Il y a aussi un onglet à côté qui est écrit Q&R pour questions et réponses. Dans ces deux onglets-là, vous pouvez poser des questions qu'on essaiera de prendre au fil de l'eau. Je me chargerai d'essayer de prendre vos questions et de les relire pour que tout le monde puisse en avoir connaissance et que les intervenantes puissent y répondre par la suite. Déjà, je vous remercie du coup d'être présents et présentes. Pour initier ce webinaire, je vais donner la parole au docteur Laune en premier lieu, et puis ensuite en suivront d'autres de ses collègues, Tamara Vernet et Gilles Robic. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Maxime pour cette introduction. Donc effectivement, je suis le docteur Edouard Laune, je suis médecin psychiatre et chef de service du Centre de prévention du suicide, qui est donc un service hospitalier situé au sein du centre hospitalier Le Vinatier, en partenariat aussi avec les Hospices civils de Lyon, et un service au sein duquel on a plusieurs unités, dont le 3114, le numéro national de prévention suicide, le dispositif Vigilance dédié aux personnes qui ont réalisé une tentative de suicide, et puis le dispositif Espoir qui s'intéresse plus précisément à la question de la postvention individuelle et collective, donc l'accompagnement, l'intervention, la prise en charge suite à un décès par suicide. Et donc je suis un chef de service chanceux, puisque j'ai la chance d'avoir des équipes merveilleuses, des équipes talentueuses, des équipes qui ont plein d'idées pour faire vivre la prévention du suicide et qui sont toujours partantes pour de nouvelles aventures et de nouveaux projets. Et donc, on ne manque pas de nouveaux projets. Parmi ceux-là, la création en 2027 du Centre national 3114 Accessibilité, qui sera dédié aux personnes atteintes de porteuses de surdité, d'aphasie, de handicap mental, de handicap communicationnel au sens large. Et puis, la question de la pérédance, qui est une question centrale depuis quelques mois maintenant dans notre service. La pérédance, Gilles et Tamara en parleront mieux que moi, donc je serai rapide, mais c'est beaucoup développé ces dernières années en psychiatrie. En parallèle, la prévention du suicide s'est beaucoup développée et assez étonnamment, la question de la pérédance en suicidologie, en prévention du suicide, reste pour l'instant très peu développée. Alors en France particulièrement, mais même de manière générale à l'international, il y a encore un travail important à faire dans ce sens-là. Et donc, on a la chance d'être, entre guillemets, précurseur dans l'accueil d'un père aidant. Donc, c'est Gilles Robic qui se présentera et qui vous fera avec Tamara une présentation tout à fait remarquable sur la pérédance en suicidologie, ce qu'elle permet, ce qu'elle peut nous permettre d'améliorer dans la prévention du suicide pour l'avenir. Et puis, Tamara, qui est infirmière en pratique avancée, aide au développement de la pérédance et notamment sur l'aspect recherche. C'est important, on est un centre hospitalo-universitaire et donc on a vocation à la fois à développer de nouvelles manières de faire du soin et à travers la recherche à améliorer les prises en charge, les accompagnements. Il y a beaucoup de débats dans notre discipline sur la place de la recherche. Je crois que la place de la recherche, elle est fondamentale pour l'amélioration des soins, notamment la recherche clinique. Et là, on a vraiment un exemple de la recherche qui se met au service de la clinique et qui permet d'améliorer, on l'espère en tout cas, la prise en charge des personnes en crise suicidaire, des personnes dans le champ de la postvention individuelle et collective. Donc je ne serai pas plus long, mais en tout cas, encore une fois, pour féliciter mes collègues pour le travail qu'ils font, vous dire que vous avez de la chance de participer à ce webinaire parce que vous allez voir une présentation tout à fait intéressante. Ils sont gênés, les collègues, je vois, mais je sais que ça sera passionnant sur la pérédance en physiologie. Donc, je vous souhaite vraiment un bon temps d'échange, de partage et un excellent webinaire. Encore merci à Maxime, Tamara et Gilles pour l'organisation et bon webinaire à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors merci Edouard. On va maintenant donner la parole du coup à Tamara et Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Merci du coup de vous être inscrits à ce webinaire. Donc, on a décidé de faire cette présentation du coup à deux voix avec Gilles. Donc, moi, je m'appelle Tamara. Donc, je suis infirmière en pratique avancée, mention psychiatrie santé mentale. Je travaille sur le centre de prévention du suicide en tant qu'IPA depuis à peu près 1 an et demi.
Mais avant ça, donc également été vigilanceuse et infirmière sur le centre de prévention du suicide. Et j'ai également une expérience en service d'urgence et en service d'hospitalisation classique pour adultes, toujours sur l'hôpital du Vinatier. Voilà, bonjour, je m'appelle Gilles Robic, donc je suis père aidant intégré au service. Voilà, moi j'ai fait une formation de père aidant ici à Lyon et après une spécialisation autour des questions du suicide, puis autour de la question du deuil. Voilà. Donc on va vous projeter. Alors peut-être Maxime, je ne sais pas, oui, tu as dit qu'au fur et à mesure, les personnes pouvaient poser des questions. Oui, alors je Ouais. peux le répéter là, s'il y a quelques personnes qui arrivent entre-temps. L'onglet conversation vous permet normalement d'interagir. Il n'y a pas de possibilité, au vu du nombre qu'on est, de pouvoir activer les micros. Du coup, pour la conversation, ça se fera à l'écrit et puis je me chargerai de reprendre les questions au fur et à mesure et d'interpeller Tamara et Gilles, notamment si vous avez des questions qui se rapportent à ce dont ils sont en train de discuter. Voilà. Donc vous allez voir notre présentation, on l'a faite à la fois en s'appuyant sur notre pratique clinique et puis également sur les données de recherche actuelles sur cette thématique-là. Alors, est-ce que c'est Est-ce que possible de tu mettre peux mettre en grand écran, s'il te plaît, Tamara, Ouais, le diaporama? voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tout le monde le voit? Ouais. Oui, là on le voit en grand. Merci. Ok, super. Donc, pour vous présenter le déroulé là, de cette présentation, donc vous voulez faire un temps introductif assez général sur qu'est-ce que c'est qu'être père aidant. Donc, bien sûr, ça, ce sera la partie de Gilles. Après, moi, je vous dirai un petit peu quelles sont les données de la littérature par rapport à la question de la père aidance et de la prévention du suicide spécifiquement. Après, Gilles vous parlera de son exercice clinique au sein de notre service. Finalement, expert aidant en suicidologie, qu'est-ce que ça donne au quotidien, en tout cas dans notre service, à quoi ça ressemble. Et puis enfin, on vous parlera d'une étude qu'on mène ensemble avec Gilles, mais aussi avec d'autres collègues qu'on vous présentera. Une étude qui s'intitule Au pair et qui met à l'honneur du coup le travail, entre autres, des pères aidants. Donc, pour commencer, Gilles, je te laisse la parole. Voilà, donc on va commencer par présenter la pérédance. Bon, là, le texte est un peu long, peut-être un peu indigeste à lire. Donc, pour faire rapide, donc la pérédance, ce sont les pratiques d'accompagnement et d'entraide dans lesquelles une personne s'appuie sur son savoir expérientiel. Le savoir, c'est ce qu'elle a retiré de son expérience. Il y a une nuance à faire entre expérience et savoir expérientiel. Savoir expérientiel vient dans un deuxième temps, c'est une construction. Donc, si la pérédance n'est donc pas juste réductible à la question de l'expérience. Donc ensuite, la pérédance, elle est dans une dynamique intéressante puisque justement, elle vient pour renforcer les capacités d'agir des personnes. Et donc, c'est un élément, ça, de démocratie en santé, puisque la personne intervient plus dans son soin, s'implique plus et moins objet du soin. Donc, voilà, l'idée, c'est effectivement, ça existe en pérédance, en santé mentale, mais ça existe aussi dans d'autres disciplines somatiques, d'accord? Et donc, c'est effectivement ce partage des connaissances qui est impliqué dans le soutien d'autres personnes. Donc ça, c'est la définition qu'on retrouve de l'HAS, qui date de 2025 et qui cadre, entre autres, l'exercice des pères aidants. Donc, en France, voilà, la professionnalisation, ça a à peu près une vingtaine d'années, enfin c'est 2012 précisément. Donc là, on voit effectivement, savoir expérientiel, c'est la compréhension, l'entraide, l'accompagnement et l'idée effectivement d'une horizontalité ou d'une horizontalisation de la relation entre le soignant et le soigné. Donc, en gros, ça s'appuie sur des théories. Donc, on a celle d'Albert Bandura, qui en fait, c'est l'idée d'un impact vicariant, c'est-à-dire que quelqu'un qui va bien amène à aller bien, encourage à aller bien, ça a un impact. Et la théorie de Léon Festinger, là, on est sur effectivement comment celui à qui on ressemble, d'accord, nous entraîne dans une pyramide, dans une spirale vertueuse, on va dire.
Voilà. Donc, voilà, tout ça, ça s'inscrit dans cette logique de rétablissement, donc avec justement là un peu des mots-clés, l'espoir, l'autodétermination, puisque voilà, la personne justement s'engage dans son soin, le choix, la responsabilité et l'inclusion sociale, puisqu'effectivement, il y a toute la dimension de la stigmatisation de la maladie qui est mise en question, puisque le père aidant évoque sa pathologie et donc assume socialement son trouble. On parle là de la psychiatrie, d'accord? Voilà, donc on a ce savoir expérientiel, mais la formation, c'est ce qui permet de garantir une sécurité, une efficacité et l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Voilà, c'est pour ça que ça n'est pas juste quelque chose comme ça de son expérience et de ce qu'on a retiré de son expérience. C'est vraiment aussi quelque chose qui se construit parce qu'avec le temps, des outils sont en train de se mettre en place qu'il est intéressant de pouvoir maîtriser quand on est père aidant. Donc, concernant la pérédance, donc là, c'est les résultats en fait d'une umbrella review, c'est-à-dire que c'est une revue des méta-revues de la littérature. Donc ça embrasse extrêmement large. Et donc, qu'est-ce qu'il en est concernant l'efficacité? Ben voilà, l'efficacité, elle est mitigée. C'est difficile de pouvoir l'évaluer. Donc, sur certaines pathologies comme la dépression, notamment la dépression périnatale, là, il y a un renforcement effectivement dans l'auto-efficacité, le rétablissement. Donc, il est repéré, ce soutien, comme bénéfique, mais on manque d'informations. Voilà, c'est pas bien renseigné, le champ n'est pas bien renseigné, donc du coup, il y a un certain nombre, et on le verra, c'est souvent le cas avec la pérédance, on n'est pas capable de savoir, ben, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça l'est pas, voilà, très concrètement. Et voilà, donc il y a des mises en œuvre, voilà, qui sont réussies, qui sont clairement identifiées en tant que telles, d'accord? Et donc voilà, c'est c'est par l'accompagnement et par l'évaluation précise du travail qu'on est capable de repérer effectivement les outils efficients de la pérédance. Et puis même, ce qu'on a pu remarquer avec Gilles en cherchant des articles qui parlaient de la père aidance, c'est que des fois même le terme de père aidant n'était pas clairement défini. Des fois, il s'agissait de personnes qu'on qualifiait de père aidant, mais qui n'avaient pas forcément fait de formation. Des fois, il s'agissait voilà, d'un soutien de père à père, mais sans qu'il y ait ce niveau de formation. Des fois, c'est des personnes qui sont salariées, des fois bénévoles. Voilà, c'est-à-dire que leur rôle aussi n'est pas parfaitement bien défini. Voilà, en tout cas, c'est assez peu clair dans la littérature. L'objet père aidant n'est pas bien Voilà, cerné, en c'est ça. fait. Voilà. On est flou, les contours sont flous. Donc effectivement, ça rend l'évaluation difficile. Donc là, on va essayer de faire un focus un petit peu plus sur, là, on a parlé de père aidance en général, père aidance en santé mentale. Et maintenant, on va essayer de se parler du coup de père aidance en prévention du suicide plus spécifiquement. Donc là, à nouveau, on est allé interroger la littérature scientifique. Et donc là, on voulait vous parler d'une revue de la littérature. Donc peut-être pour repréciser, la revue de la littérature, elle va aller voir tout ce qui existe sur cette thématique-là pour essayer de le synthétiser dans un seul article. Et donc là, c'est une équipe de chercheurs australiens qui a fait ce travail-là. Donc, ce qui est intéressant déjà dans ce travail de revue de la littérature, c'est que les chercheurs qui ont fait cette revue, déjà, l'équipe était quand même mixte, dans le sens où il y avait donc 3 professionnels de la prévention du suicide, donc plutôt médecins, psychologues, une personne qui était personne concernée, et il s'était associé aussi pour faire cette revue de la littérature à des consultants en santé mentale et en soutien par les pairs. Et donc aussi qui travaillaient du coup avec des personnes en crise suicidaire. Et donc la méthodologie qu'ils ont utilisée, donc c'est celle de la revue de la littérature. Et tout ce qui est méthodologie aussi a été co-construit. Donc l'importance de la co-conception donc, avec les personnes concernées dans la recherche aussi, de partir aussi de leurs propres interrogations, leurs propres points de vue. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Et donc là, la question qui
posé pour aller chercher des informations sur ce sujet-là, c'était quels étaient les types de programmes de soutien par les pairs qui existaient spécifiquement en prévention du suicide, dispensés pour les personnes qui avaient vécu le suicide. Plutôt après, quand on lit l'article, c'est plutôt qui avait été, voilà, qui avait traversé des idées suicidaires, une crise suicidaire. Et puis, qu'est-ce qu'on sait de leur efficacité? Voilà, ils sont allés chercher qu'est-ce qui existe sur cette thématique-là, et est-ce qu'en plus c'est efficace? Donc, eux, ils ont recherché des articles entre 2000 et 2019 sur 3 bases de données, donc PubMed, PsycInfo et en base. Ils sont aussi allés voir sur la littérature grise, donc tout ce qui est, par exemple, thèse, des choses comme ça. Et ils ont aussi pris contact avec des experts et des universitaires pour faire cette revue de la littérature. Donc, leurs critères d'inclusion, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des articles qui parlaient donc d'un programme de soutien par les pairs, axé sur la prévention du suicide, et il fallait que les pères aidants aient une expérience en lien avec la suicidologie, donc c'est-à-dire que les pères aidants intervenant dans ces groupes soient eux-mêmes concernés par cette question-là, en tout cas les étaient. Et donc sur les pères aidants qui recherchaient, dans ces différents dispositifs, ils pouvaient être soit bénévoles, soit professionnels. Donc on voit déjà que peut-être c'est pas le même exercice quand on est bénévole que quand on est professionnel. Et ils n'avaient pas de restriction sur le type de programme. Ça pouvait être individuel, en groupe, par téléphone, en ligne. Voilà, il n'y avait pas du tout de restriction par rapport à ça. Et donc, les résultats de cette revue de la littérature montrent, au départ, ils sont tombés sur 3058 articles. Et au final, sur ces 3058 articles qu'ils ont trouvés, il n'y en a que 7 qu'ils ont retenus. Donc, c'est quand même assez peu. Donc, 7 articles qui traitent de la pérédance en suicidologie. Donc, parmi ces 7 articles, donc, il y en avait 4 qui présentaient des programmes de soutien de manière groupale. 2, c'était de l'individuel et 1, c'était du mixte. Il y en avait 2 qui avaient lieu en milieu clinique, donc plutôt à l'hôpital, 2 dans la communauté, 2, c'était des dispositifs en ligne, et 1 qui avait lieu dans une école. Et donc, seulement 3 de ces 7 articles sont allés chercher la question, sont allés évaluer. Est-ce que, bon, là, on fait intervenir des pères aidants, mais est-ce que c'est bien reçu par les personnes? Est-ce que c'est efficace? Et en fait, il n'y en avait que 3 sur 7 de ces articles qui sont allés chercher ça. Il y en avait 2, c'était plutôt de la méthodologie quantitative, et une, c'était plutôt de la méthodologie qualitative. Et donc, parmi ces différents programmes, en tout cas, qui sont décrits dans cette revue de la littérature, il y en a 4 peut-être dont on aurait voulu un petit peu vous parler, parce que ça montre des exemples de qu'est-ce qui peut exister en fait en prévention du suicide et pérédance. Donc le premier, c'est un dispositif qui s'appelle Prévaille, que je vous représenterai un petit peu plus précisément après, parce que ça a inspiré notamment la recherche au pair. Donc Prévaille, ça se situe aux États-Unis, plutôt en milieu clinique, donc plutôt à l'hôpital. Et là, c'était l'idée de proposer du soutien individuel par les pairs pour des patients qui étaient admis en psychiatrie pour des raisons, pour des idées suicidaires ou des tentatives de suicide. Et les pairs spécialistes, ils les appellent pairs spécialistes, devaient avoir une expérience de pensée ou de comportement suicidaire. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus précisément après. L'autre dispositif qu'on a pu retrouver, c'est l'Alternatives to Suicide. Donc là, c'est un dispositif qui se déroule aux États-Unis, plutôt en milieu communautaire, où là, ils ont décidé d'expérimenter des groupes ouverts de soutien par les pairs pour les personnes qui avaient des pensées suicidaires. Et ils se sont vraiment basés sur le principe clé de validation, curiosité, vulnérabilité dans la communauté. Et donc, ces groupes de soutien par les pairs, ils étaient ouverts à toute personne qui avait eu des pensées suicidaires ou fait une tentative de suicide. Et l'idée, c'était de leur proposer un soutien. Et donc, eux, au niveau de l'évaluation, ils ont montré que la participation au groupe était perçue, en tout cas par les participants, comme utile. Ils avaient le sentiment de pouvoir parler librement et que ça avait amélioré au moins un domaine de leur vie, qui avait un plus fort sentiment d'appartenance et puis qui avait une meilleure compréhension des mécanismes de la crise suicidaire. Un autre exemple, là, qui est autour d'un dispositif en ligne qui s'appelle Suicide Forum. Donc là, ça se passe en Allemagne. Et là, ils ont décidé d'essayer un dispositif où donc c'est un forum de discussion en ligne, plutôt donc sur du soutien informel par le groupe.
c'était pas très clair si sur ce dispositif-là, il y avait des modérateurs ou pas sur les échanges. En tout cas, les participants à ce forum ont pu mettre en avant qu'il y avait une diminution de l'intensité de leurs idées suicidaires dans 31% des cas, donc c'est quand même non négligeable. Et 22% avaient déclaré être plus motivés à chercher une aide professionnelle. Et ce qui avait le plus poussé donc les usagers à servir de ce forum, c'était obtenir un soutien émotionnel, se sentir compris, recevoir des réactions réconfortantes. Et quand il y a eu l'analyse des fils de discussion, ben, il s'est montré que en fait, les conseils donnés par les pairs, de pair à pair, étaient plutôt constructifs, que les personnes étaient à l'écoute et qu'il y avait de la sympathie dans les échanges et plusieurs propositions d'alternatives au passage à l'acte suicidaire. Et le dernier exemple qui nous est proposé là, dans cette revue, il se passe en Chine. Donc on voit que c'est un problème qui touche mondialement et qu'en Chine, eux, ils avaient décidé d'aller plutôt détecter précocement des étudiants à risque et que c'était aux étudiants eux-mêmes de repérer ces personnes-là. Donc là, c'était de pair à pair. Et les enseignants, enfin voilà, c'est à la fois les élèves et les enseignants qui repéraient, et qu'après on leur faisait des propositions de séances de soutien par des pairs étudiants, et qu'une fois par mois, il y avait un enseignant qui venait voir un petit peu comment les choses se déroulaient. Donc on voit que la manière de faire intervenir la paire aidance, c'est très hétérogène. Alors après, ça fait aussi sa richesse, mais du coup, il y a peut-être un manque de rigueur dans la définition des rôles et puis surtout dans l'évaluation de l'efficacité, que ce soit d'un point de vue qualitatif ou vraiment d'un point de vue efficacité, par exemple, sur les idées suicidaires, sur la réitération suicidaire. Voilà. Donc, de manière globale, quand même, ce qui ressort, c'est que toutes ces interventions sont vraiment un atout intéressant, que ça diversifie beaucoup les options de soutien, en fait, que en plus du suivi qu'on peut avoir médical, psychologique, médicamenteux, eh ben, il peut y avoir ce soutien par les pairs qui va en fait remplacer, mais va bien sûr compléter l'offre des propositions. Donc, de manière générale, c'est quand même des résultats positifs et prometteurs, mais qui restent quand même anecdotiques d'un point de vue strictement scientifique en fait sur l'efficacité. Il y a peu de preuves sur la forme et l'efficacité. Et puis en fait, on voit du coup qu'il y a très peu aussi de publications sur le sujet. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi locales, hein, comme ce que nous on fait ici, mais qu'en fait, il n'y a pas tellement d'études qui sont faites. Et du coup, parfois, ça peut aussi pas décribiliser, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas, pas mettre en valeur le travail que réalisent les pères aidants. Et c'est dommage parce que, en tout cas, enfin, voilà, nous, on n'a pas de doute sur le fait que d'avoir un père aidant dans une équipe, c'est d'une richesse extraordinaire. Mais voilà, en tout cas, on ne peut pas trop s'appuyer sur les données probantes et on sait aussi que des fois, pour avoir des moyens, pour déployer des projets, il faut aussi s'appuyer sur des données probantes. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion qu'on fait par rapport enfin en tout cas qu'ils font par rapport à cette revue de la littérature. Et là, peut-être vous donner un exemple un petit peu plus précis, un petit peu plus concret de l'étude Prévail là, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. L'étude Prévail, donc c'est une étude qui se passe aux États-Unis, dans une université du Michigan. Bon, là, on voit en photo les trois personnes, les trois chercheurs principaux autour de cette étude. Et donc, eux, en fait, ils sont partis du constat qu'aux États-Unis, il y a plus de 44 000 décès par suicide en 2015. En 2012, eux aussi, ils ont établi une stratégie nationale de prévention du suicide. Et il y avait vraiment cette idée qu'il fallait changer de discours et mettre l'accent sur l'amélioration de l'espoir et des liens sociaux. Donc, on voit de manière générale en prévention du suicide que longtemps s'est appuyé sur les facteurs de risque et tout ça, et que là maintenant on va plutôt s'intéresser aux forces des personnes concernées. On voit qu'il y a un changement un peu de paradigme depuis de nombreuses années, en tout cas aux États-Unis également. Et eux, ils s'appuient sur la théorie interpersonnelle du suicide de Joyner, que sans doute certains doivent connaître, mais qui dit que voilà, les personnes qui ont le sentiment de ne pas être connectées, et qu'en plus, si elles ont le sentiment d'être un fardeau pour les autres, et si en plus s'ajoute à ça la notion de capacité suicidaire, que il peut arriver que du coup que les personnes aient des idées suicidaires, voire passent à l'acte, voire décèdent par suicide. Et donc voilà, ils s'appuient sur cette théorie-là pour faire cette étude.
Et donc, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est que les spécialistes du soutien par les pairs ont le potentiel d'améliorer l'espoir. Donc, pareil, on parle toujours de potentiel, d'améliorer l'espoir et la connectivité des personnes à risque de suicide. Et donc, ils s'appuient sur 7 études qui prouvent leur efficacité contre 4 apportant des résultats plus mitigés. Donc, voilà, ça suit un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et ils avaient comme. Et en plus que les dispositifs qui existaient n'étaient pas forcément sur un objectif principal qui était la prévention du suicide. Donc, eux, ils sont partis sur une étude alors qu'on appelle de faisabilité, c'est-à-dire qu'ils sont allés tester une intervention pour voir si elle valait le coup d'être déployée plus largement. Donc, ils ont quand même fait un essai contrôlé randomisé. Donc, c'est-à-dire ils sont allés voir dans 2 hôpitaux, 70 personnes concernées, et ils ont fait un bras où c'est des soins habituels et un bras, où ils ont proposé Prévail. Donc, Prévail, c'était quoi? C'était du coup un père aidant qui allait à la rencontre de personnes hospitalisées dans le sud d'une crise suicidaire pour faire du suivi individuel sur 12 semaines avec une flexibilité sur la durée de l'intervention, sur le temps entre 2 interventions. La première rencontre se fait à l'hôpital et après, ça se fait en dehors de l'hôpital. Donc, ces séances, elles ont été enregistrées pour après voir si ce qui était dispensé par les pairs aidants, c'était ce qui avait été formalisé pour l'étude. Et principaux critères de jugement, donc c'était surtout voir est-ce qu'on arrive à le faire, est-ce que c'est bien reçu par les personnes concernées. Donc, ils ont eu des temps de mesure à l'inclusion, à 3 mois et à 6 mois. Et surtout, ils sont allés chercher le recueil des expériences des personnes, des participants au travers d'entretiens semi-structurés à 3 mois. Il n'y a pas de données autour de l'évaluation sur la santé mentale des pairs spécialistes, parce que ça, c'est une question aussi qu'on se pose, c'est que voilà, on travaille avec des personnes rétablies, mais quid de leur santé mentale? Et là, en tout cas, ils disent que non, que c'est des professionnels comme les autres, donc il faut les considérer comme les autres. Mais par contre, il y avait eu des informations complémentaires sur qu'est-ce qu'en cas d'urgence ils doivent faire s'ils se retrouvent avec une personne en crise suicidaire, avec une urgence imminente. Et puis, ils leur proposaient des temps de supervision chaque semaine pour débriefer sur les situations qu'ils avaient rencontrées. Donc voilà, c'est ça le soutien qu'ils avaient proposé aux pères aidants intervenants. Et donc, les résultats de l'étude, donc c'est de la faisabilité, montrent que 80% des participants, donc sur 70, 80% des 70, ont fait la première rencontre avec le père aidant avant la sortie de l'hôpital. 85% des séances ont démontré une fidélité au programme de départ, donc c'est-à-dire qu'entre ce qu'ils avaient décidé qu'ils allaient faire avec les pères aidants, et ça s'est déroulé dans la plupart des cas comme ça quand ils ont rencontré les personnes concernées. Il y a 23 participants qui ont répondu aux questions de l'entretien semi-structuré. Et ce qui ressort, c'est que concernant la qualité des relations des participants avec les pairs aidants, 20 ont qualifié la relation, donc 20 sur 23, ont qualifié la relation de bonne à très bonne, contre 2 sur des mauvaises relations. Il n'y avait pas plus de détails après. Et en ce qui concerne les discussions sur le suicide, la prévention du suicide, 19 participants les ont trouvés favorables et satisfaisants et qu'il y avait eu des conseils obtenus et que ça, c'était très intéressant. Donc voilà les conclusions qui sont faites sur cet article qui du coup ont été assez inspirants pour nous, notamment sur l'étude au pair, mais dont je vous parlerai à la fin. Et là, du coup, Gilles va vous présenter un petit peu plus précisément son rôle de père aidant sur le centre de prévention du suicide. Merci Tamara. Je me Oui, permets de prendre la parole rapidement parce qu'il y a eu quelques questions ok. entre-temps. Et du coup, ça va peut-être faire la jonction aussi avec ce que tu voulais aborder, Gilles. Je me permets du coup de les prendre un petit peu dans l'ordre. Alors, il y en Oui. avait une première, alors je vous lis la question, c'était d'après vous, au-delà des outils, est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques des pairs aidants, donc supervision, mentorat par exemple, afin d'être à la juste place dans l'accompagnement, dans le but d'éviter des situations de transfert, et il y avait notamment une référence à travers transfert plutôt aux émotions. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus à apporter ou que vous avez pu peut-être voir dans certaines recherches. Ouais. Dans la littérature, c'est assez faiblement pris en compte. Par contre, c'est exactement ce sur quoi on travaille ici au CPS. Voilà, du fait de ma présence
Donc, effectivement, la question de la supervision, de l'accompagnement de ma santé psychique, de tous les risques vicariens qui peuvent en découler. Donc là-dessus, il y a un accompagnement et il y a quand même, enfin, en plus, une vraie formation, parce que j'ai passé un diplôme de suicidologie et un diplôme sur l'accompagnement du deuil. Donc, il y a quand même, en plus de la base de père aidance et d'expérience, une certaine structuration, en fait, de mes raisonnements à partir des grilles, quand même, qui existent autour de ces questions-là. Donc, effectivement, la littérature est pauvre, mais en tout cas, ici, c'est une question qui est assez présente au sein de l'équipe. Voilà. Ou toi, tu bénéficies de temps de supervision. Je bénéficie de temps de supervision, d'accompagnement. Je ne suis pas à temps plein pour avoir du temps pour justement me poser. Voilà, il y a tout un protocole qui est mis en place. Et après, c'est vrai que de manière générale, quand on travaille en prévention du suicide, en tout cas, nous, ce qu'on enseigne en formation, hein, donc quand on s'adresse à tout professionnel travaillant sur l'hôpital, on met toujours en avant que travailler en prévention du suicide, ça peut être bien sûr très gratifiant, mais aussi très éprouvant par moment. Et qu'il faut toujours être à l'écoute de nos capacités professionnelles et personnelles, parce qu'il y a des moments de notre vie où on est plus ou moins disponible, où nous-mêmes, on peut traverser des épreuves qui font que accompagner telle personne, c'est un peu trop compliqué, et que du coup, il y a l'idée déjà de travailler en équipe, de faire équipe, qu'on peut échanger sur les situations, et que aussi on peut passer la main quand c'est trop compliqué. Donc ça, c'est valable en fait pour tous les professionnels, donc c'est valable aussi pour les pères aidants. Et nous, les personnes, les infirmiers et psychologues qui travaillent sur le 31-14 et sur Vigilance bénéficient, au même titre que le père aidant, de temps de supervision. Ce qui est peut-être un peu différent, c'est que je dirais peut-être que le père aidant est plus isolé dans sa pratique, parce que par exemple, toi, tu es le seul père aidant du service. Du coup, c'est de la supervision individuelle. Ce qui est différent pour les répondants de Vigilance et de 31-14, qui sont plus nombreux, où là, c'est plutôt de la supervision collective. Voilà, donc, mais je pense qu'avec des objectifs qui restent les mêmes, voilà. J'espère que ça répond bien à la Ouais. question, mais en tout cas, on a essayé d'embrasser toute la thématique. Mais- Merci à tous les deux et toutes les deux. Et il y avait une suite en fait à cette question qui était sur le fait de ce qu'il y avait justement des études qui mettaient en lien le risque de burn-out, par exemple, chez les pères aidants. Donc, du coup, tu as répondu quand même, Gilles, en disant que finalement la littérature pouvait être aujourd'hui en tout cas pas assez suffisante pour pouvoir bien comprendre, malgré euh, on ait une connaissance finalement que oui, il y a des impacts. Donc, du coup, il y a des choses qui sont déjà mises en place, toi, dans le cadre de ton travail, mais de manière collective, il manque peut-être de données pour attester à quel point il peut y avoir un impact et peut-être sur quelles sont Tout les à fait. particularités peut-être de cet impact-là. Oui, c'est là où il faut effectivement, et où on travaille là-dessus, on va y venir, comment est-ce qu'on cadre la question du père aidant, ce dont parlait Tamara tout à l'heure par rapport à la définition, c'est-à-dire que la différence entre expérience et savoir expérientiel, notamment, dont on a déjà parlé, et qu'est-ce qu'on définit comme étant un père aidant, et est-ce qu'envoyer quelqu'un qui a juste une expérience au front par rapport à des personnes qui ont fait un passage à l'acte ou à des personnes endeuillées, ça peut être effectivement très risqué. Voilà, donc effectivement, là, on tombe sur la question effectivement de qu'est-ce qu'on met sous le terme de père aidance en suicidologie. Voilà. Parce qu'on n'est pas Ok. sur de la réhabilitation, on est vraiment sur des questions de l'ordre du psychotrauma. Et donc, effectivement, là, le partage est différent de celui qu'on peut rencontrer en réhabilitation psychosociale, où on est sur des thématiques qui sont de l'ordre de la pathologie. Or, là, on n'est pas sur de la pathologie. Pas tout le temps, en tout cas. Oui, Ouais, ça, ça le peut, mais risque, ouais. c'est la Ouais. pathologisation, mais... D'accord. Merci, Gilles. Alors, j'espère que ça répond effectivement aux questions. Il y avait dans les suites de ça, en fait, c'était un peu la question de voilà, comment travailler sur un peu
le rôle de sauveur ou syndrome de sauveur qu'on peut avoir aussi derrière, parce qu'on a pu éprouver des symptômes similaires. Mais je pense que Bien tu y as sûr. déjà assez bien répondu, il me Et je semble. pense, et je pense que tous les psychologues, les infirmiers et les psychiatres peuvent aussi se poser cette question. Oui, Elle n'est pas une question exclusive père du aidant. père aidant, Je suis d'accord. sous-entendu que le professionnel diplômé en santé est protégé par une sorte de cadre magique qui lui éviterait effectivement toute problématique de transfert et de Mhm, ouais. contre-transfert. Je te remercie en tout cas, Gilles. Et il y avait une autre question qui va tout à fait dans les suites, je pense, de ce que tu avais présenté. C'était finalement sur le côté des pères aidants. Est-ce qu'il y aurait des recherches, dispositifs qui concernent la père aidance spécifiquement pour des personnes ayant une expérience du deuil après suicide? Et est-ce que vous comptiez aborder ce sujet-là dans la présentation d'aujourd'hui? Et ben, du On y coup, arrive. voilà. On y arrive tout à fait. Merci pour la question qui fait la transition. Donc, en partant de ma mission, voilà, on va un peu s'écarter. On va rester dans la diapositive, mais on va un peu s'en écarter parce qu'effectivement, la question du deuil, pour beaucoup, c'est trop tard, c'est fait. Or, on sait que la population endeuillée par suicide, du point de vue clinique, c'est une population à haut risque, puisque on peut avoir le risque suicidaire peut être multiplié par 6 sur cette population, d'accord? Donc, en France, voilà, un suicide en deuil à peu près 14 personnes profondément. Donc, on a à peu près 140 000 personnes endeuillées en France par suicide chaque année. Donc, on est sur quelque chose de massif et donc sur une population potentiellement. Le deuil par suicide n'est pas une maladie, mais potentiellement, il y a un risque qui est effectivement là et qu'il s'agit d'accompagner. C'est le travail qu'on fait en postvention ici au CPS. Il ne s'agit pas, tous les gens qui viennent ne sont pas des malades, ils ne sont pas traités comme des malades. Par contre, le deuil peut s'enquister et devenir un deuil prolongé, plutôt que pathologique, on va dire prolongé. Donc, les symptômes des premiers temps du deuil restent massivement présents du côté émotionnel, et donc les personnes ont du mal à reprendre leur chemin de vie. Voilà. Donc, la postvention, pour préciser un petit peu les choses, il y a 2 postventions et c'est ce qui se passe ici. Il y a de la postvention collective d'un côté, d'accord? Donc là, on rencontre des équipes qui ont été impactées par le suicide d'un proche, d'un travailleur, d'un patient, et donc là, du coup, qui sont effectivement, impactés par ça et donc après un certain temps, 4 à 6 semaines, l'équipe vient et justement essaye de faire parler pour justement recréer une enveloppe autour des personnes et des équipes pour qu'elles puissent effectivement se sentir un peu plus solides. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle la postvention individuelle, où là, effectivement, on est, donc quand on parle d'entretien d'accueil, c'est effectivement là-dessus qu'on est, c'est la rencontre avec la personne. Donc ça, en France, la première fois qu'on parle de postvention individuelle en France, c'est en 2022, d'accord? C'est une adaptation de l'instruction de 2019 sur la prévention du suicide qui parle pour la première fois de la notion de postvention individuelle. Donc on est sur quelque chose d'assez récent. Euh, donc la pérédance en postvention, elle va s'inscrire comme un dispositif complémentaire au dispositif clinique, psychologique qui peut être là. C'est un élément en plus. Euh, Par contre, effectivement, les recherches à l'heure actuelle, il y a un paradoxe évaluatif qui est majeur, qui est en fait que les gens éprouvent du plaisir à être avec le père aidant. La relation au père aidant, et je le vis moi dans ma clinique et je le retrouve dans la littérature, les gens parler avec le père aidant, c'est différent. C'est quelqu'un qui peut entendre différemment. Ce partage, il permet de prendre des chemins qu'on ne prend pas quand on est suivi avec le thérapeute. D'accord? Mais le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à évaluer. Quels sont les outils d'évaluation qu'on va prendre et comment évaluer ce qui est produit par le père aidant et ce qui est produit par le psychologue ou le psychiatre. Voilà, donc là, c'est un petit peu difficile d'évaluer. Euh, donc, parce qu'évidemment, la recherche avec des personnes endeuillées par suicide, elle est complexe. D'une part, parce qu'il y a la vulnérabilité des personnes endeuillées, d'accord?
Donc, les faire participer à des protocoles expérimentaux, c'est un petit peu, du point de vue éthique, compliqué. On n'a pas un cadre théorique unifié de ce qu'est la postvention. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, il est difficile de retirer un effet quand il y a un accompagnement pluridisciplinaire, de retirer l'effet de telle ou telle pratique. Voilà. Donc, on est bien sur cette question de l'évaluation. Donc là, dans le travail qu'on fait, il y a quand même des éléments qui sont en train d'être mis en place de l'ordre de la psychoéducation sur justement aborder le deuil, qu'est-ce que le deuil, casser certaines représentations du deuil, le deuil par étapes, enfin voilà, toutes des représentations qui existent et qui parfois compliquent le deuil, d'accord? Et puis, il y a l'appui psychosocial qui est aussi, à un moment donné, un deuil, c'est pas juste une déflagration psychique, c'est aussi des tas de complications qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire avec le notaire? On se retrouve seul avec les enfants, des tas de questions qui sont là, extrêmement prégnantes et sur lesquelles les personnes, des fois, elles ont besoin d'un avis, d'un appui, de savoir que ça aussi c'est pris en compte et que voilà, les premiers mois, c'est souvent difficile de commencer son deuil parce qu'il y a toutes ces questions-là qui sont présentes. Donc ensuite, il y a l'autre pan qui est la recherche, parce qu'effectivement, on manque encore d'outils et il s'agit sans doute, en tout cas, c'est ce qui me semble important, c'est de justement quels indicateurs on met en place. Pour savoir ce qui se passe, il faut mettre des indicateurs et il faut trouver une mixité d'indicateurs qui soient qualitatifs et quantitatifs. Voilà, comment les poser pour que effectivement on puisse à un moment donné dire ah ben tiens, ça a tel ou tel impact. Voilà, ça c'est important. Ensuite, on a des projets donc, qui sont des groupes de parole en binôme avec voilà, un père aidant en lien soit avec le psychologue ou l'IPA ou le psychiatre. Voilà. Et là, on travaille aussi sur l'animation d'un collectif d'usagers du CPS, là, qui est un projet pour 2027, voilà, où seront proposées des actions à l'intérieur pour les personnes qui sont prises en charge au sein du centre de prévention du suicide. Gilles, est-ce que peut-être pour que ce soit bien clair pour les personnes, est-ce que par exemple, toi, tu vois en première intention les personnes sur le service? Est-ce qu'ils sont toujours vus avant par un psychiatre ou un psychologue? Enfin, tu vois, comment ça s'articule avec les autres pros? Non, alors là, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a certaines personnes que je reçois en première intention. Voilà, donc c'est moi qui l'accueille et j'estime, j'évalue si la personne va avoir besoin d'un appui qui soit plus conséquent de l'ordre de la psychothérapie, soit un appui d'un psychiatre avec un traitement et tout ça, parce que la personne a besoin d'un appui pharmacologique. Voilà, et donc après je fais des suivis en binôme, d'accord, avec un psychiatre, où là on est deux et où c'est effectivement intéressant parce que il y a l'évaluation médicale et puis de l'autre côté, il y a aussi des outils qui sont donnés à la personne, il y a aussi une dimension justement, celle de la parité qui interfère. Et donc là, c'est aussi une formule qui marche assez bien. Okay. Voilà. Et une question aussi que je me pose, j'en profite. Est-ce que tu notes des observations dans les dossiers des patients ou pas? Oui, j'ai accès au dossier des patients. Mais est-ce que toi, tu Et notes je note. Ok. Voilà, Voilà, j'ai le ça, droit j'ai le droit d'accès et je note. Le document est en partage sur ce que je constate par rapport à la personne. Voilà. Et je me posais la question, tu as en observation quoi? Père aidant, il y a un onglet observation père aidant ou c'est observation pluriprofessionnelle? Non, je rentre en pluriprofessionnel. Ouais. Non, simplement. Oui, oui. C'est pluriprofessionnel et voilà. je suis en partage avec la chef de clinique. Ok. Ok. Non, voilà, simplement c'est dire parce qu'il y a des onglets observation infirmière, observation IPA, et là c'est pluriprofessionnel, quoi. Il n'y a pas père aidant. Bon, c'est juste pour mettre en valeur le travail. Je me dis que tout à fait. Ok. On continue. Je sais pas, Maxime, s'il y a des questions peut-être sur l'exercice de Gilles précis. Voilà. Oui. Ah ouais, Il y a- avant qu'il fasse pardon. tes recherches. Alors, il y a quelques questions. Il y en a une, alors je ne sais pas. Il y a eu, il vient d'avoir la précision parce que j'avais demandé. Donc, la question initiale, c'était selon vos connaissances, les outils d'accompagnement des pères aidants au sein de votre centre pourraient-elles être transférables au sein de nos RH, sous-entendu, je pense, ressources humaines. Il y a eu une précision du coup de la personne, les ressources humaines au sein de nos entreprises afin d'éviter les RPS, donc les risques psychosociaux. Alors peut-être qu'il nous faudra un peu plus de détails pour comprendre dans quel type d'entreprise on parle, etc. Est-ce qu'on parle de postvention ou de prévention?
C'est juste besoin de cet éclaircissement-là parce que c'est pas du tout la même chose selon qu'on soit sur un risque psychosocial, Hein. prévenir la tentative de suicide au sein de l'entreprise ou si c'est la question de l'accompagnement des collègues endeuillés après un suicide au sein de l'établissement. Alors pour la personne, je pense que c'est les deux, du coup, de ce que je viens de comprendre. C'est prévention, postvention, sensibilisation, accompagnement. D'accord. Donc, des outils transférables, la question, elle est effectivement, après, un peu des outils professionnels. Donc ça, c'est pour le moment, par exemple, quand on fait des accompagnements en postvention, c'est vraiment l'équipe professionnelle qui intervient, donc qui intervient pour effectivement protéger l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait entre 4 à 6 semaines après l'événement, hein, pour laisser le temps aux choses de redescendre, parce qu'intervenir tout de suite, c'est pas efficace. Enfin, c'est même contre-productif parfois. Donc on laisse un temps pour que justement pouvoir revenir sur la question et pas réactiver une angoisse ou un traumatisme en pressant les personnes à parler très vite. Voilà. Et puis du point de vue de la prévention, après il y a les formations qui existent, donc il y a Sentinelle, enfin voilà, qui sont justement des informations sur un peu, voilà, en gros, qu'est-ce que la crise suicidaire? Comment elle peut se repérer? Comment elle peut, voilà, s'accompagner, voilà, s'identifier? Et puis, il y a les formations aussi simplement de premiers secours en santé mentale qui donnent aussi, hein, qui posent aussi des grands cadres sur justement, la méthode aérée, voilà, l'observation des collègues et tout ça pour justement essayer de créer un environnement, de travail qui soit bienveillant. Voilà, où il y ait une attention des uns aux autres par rapport effectivement aux risques psychiques qui sont courus dans le cadre du travail. Voilà. Il y avait d'autres questions, Alors, Maxime? alors pour compléter juste là-dessus, les formations actuellement, les formations que tu citais, Gilles, je pense, Sentinelle, ce ne sont pas des formations qui sont faites aujourd'hui, je crois, par des pères aidants. Non, non. Pour le moment, Mais non. peut-être tu pourras en dire plus que moi. Ouais. Ça a été c'est un grand débat en ce moment. Voilà, donc on va pas dire que, voilà, dans un premier temps, elles étaient faites pas forcément par des professionnels. Il pouvait aussi y avoir des personnes impliquées qui participaient. C'est le cas de la formation que j'ai suivie. Mais effectivement, maintenant, je sais que le GEPS, donc le groupe, la société savante de suicidologie française, voilà, remet sur le métier ces formations. Et effectivement, à l'heure actuelle, le truc, c'est des cliniciens qui doivent proposer la formation. Voilà, ils sont là-dessus pour le moment. Alors, peut-être pour apporter une simple nuance, alors là, je ne parlerai pas de père aidant, mais de père. La formation Sentinelle pour les jeunes, pour les étudiants et étudiantes, qui est proposée au travers de l'association Nightline, est faite en co-formation par un professionnel de santé et un ou une paire étudiant-étudiante, mais pas forcément père aidante au sens peut-être plus strict du terme. D'accord. OK. Il y a quelques autres questions. Alors, je vais en prendre une partie et les autres, peut-être, je vous laisserai avancer parce que je ne me rends pas compte pour que vous ayez le temps aussi et qu'on puisse prendre peut-être le reste des questions à la fin. Oui, ouais, Mais il y en a ok. certaines peut-être qui sont très propres à ton exercice là tout de suite, Gilles. Par exemple, est-ce qu'il peut arriver qu'un patient livre quelque chose au père aidant, mais qu'il ne veuille pas que ça soit partagé avec le reste de l'équipe? Et du coup, peut-être comment ça se passe dans ces situations-là? Pour le moment, ça ne m'est pas arrivé. Je peux parler que de mon expérience. Pour le moment, ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Les gens disent qu'avec moi, ils parlent de choses différentes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, s'il y a un risque pour la personne, je me dois de le transmettre à l'équipe, d'accord? Et puis, si c'est voilà, si c'est des choses plus anecdotiques, voilà. Mais moi, je suis tenu, c'est en ça où je suis en binôme avec un psychiatre, s'il y a des idées qui peuvent mettre en danger la personne, ses proches, du point de vue vital, je suis dans l'obligation de faire passer l'information. Je ne peux pas garder ça pour moi. Comme on a la consigne Ok. finalement, en général, quand on travaille en prévention du suicide, si on se retrouve voilà, avec un patient qui nous confie des idées suicidaires, de bien sûr l'informer que
qu'on ne va pas garder ça pour nous et qu'on va le partager en équipe, mais dans son intérêt, parce qu'on sait que le suicide est un phénomène qui est complexe, multifactoriel, et que du coup, il y a l'idée vraiment d'unir les forces de tous les professionnels pour lutter contre ce phénomène-là. Donc voilà, on engage toujours les professionnels, quels qu'ils soient, de toute manière, à échanger sur leur situation quand elles sont complexes, quand il nous semble qu'il y a un danger pour les personnes. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est primordial de manière générale en prévention du suicide, de ne pas rester isolé dans sa pratique. Surtout pas. Ouais. D'accord. Je prends une dernière que je vais un peu fusionner parce que je trouve qu'il y a l'avant et l'après. La question, c'est un peu sur du coup ce qui est proposé où vous travaillez. Donc, comment accéder à ces évaluations? Je pense qu'on va accéder finalement à ce suivi que vous pouvez peut-être proposer. Quels sont les délais d'attente? Est-ce qu'il y a besoin d'un adressage de la part d'un ou d'une psychiatre pour y accéder? Donc ça, c'est le avant en quelque sorte. Et puis une question qui est un peu complémentaire, je trouve, c'est avez-vous toujours des relais à proposer aux personnes concernées? Avec le constat peut-être que dans certaines régions, les personnes qui font une tentative de suicide ne sont pas orientées car il n'y a pas assez d'offres ou de places. Alors peut-être que vous pourrez parler peut-être de ce qu'il y a sur le territoire où vous êtes, donc plutôt le territoire de Lyon et autour. Alors, peut-être une précision, c'est que nous, sur le centre de prévention du suicide, actuellement, on n'accueille pas des personnes en crise suicidaire, mais on accueille des personnes endeuillées par suicide, ce qui est différent du coup. Que du coup, nous, pour accéder à notre service, alors il n'y a pas besoin d'une orientation médicale. On demande à ce que les personnes concernées appellent directement le secrétariat pour demander un rendez-vous. Il peut y avoir une orientation par un médecin, un psychologue, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Voilà. Donc, alors après, nous, il y a la limite un peu. Alors, on n'est pas sectorisé, mais il y a la limite du déplacement que peuvent faire les personnes pour venir consulter ici, hein, parce que si elles habitent à l'autre bout de la France, ça n'a pas d'intérêt. Sur les délais de prise en charge, ils sont. Généralement, on a un appel et sur la réunion clinique suivante, on évalue la situation et on peut proposer, en fonction de l'urgence de la situation et tout ça, des rendez-vous, mais on peut être à la semaine ou à 15 jours. Voilà, donc assez rapide sur notre service. Et après, pour la question des relais, alors il y a des personnes qui sont suivies sur plusieurs mois ici sur le service, hein, c'est plutôt du suivi, on va dire, moyen terme, on va dire. Et puis après, c'est de l'orientation sur du libéral classiquement, des psychologues, des psychiatres, sur des associations, beaucoup, sur des médecins traitants, après aussi également. Après, il y a des outils. Donc, sur la plateforme Espoir, d'accord, qui a été mise en place justement par le CPS. Donc, c'est une plateforme qui est dédiée aux endeuillés du suicide, sur laquelle on trouve des informations validées, professionnelles, voilà, sécurisées. Il y a aussi un onglet sur lequel on a mis des ressources et ça continue de se remplir à mesure, voilà, sur des professionnels qui ont une pratique orientée vraiment postvention, suicide, voilà, qui ont une spécialisation là-dedans. Voilà, ça c'est. Ouais, et ça, c'est un répertoire Voilà, national. national. Et les personnes, au fur et à mesure, par exemple, je sais pas, un psychologue libéral qui dit, bah voilà, moi je suis formé à la postvention et je peux accueillir peut se faire référencer sur le site internet Espoir, voilà, qui est vraiment une ressource pour tous sur voilà, des informations pour les personnes endeuillées par suicide. Il y a même un travail là autour d'une page qui serait autour des enfants. Donc, qui s'appellerait Espoir Kid, où l'idée, c'est que si on est enfant, bah, on peut aller consulter ce site internet pour obtenir de l'information qui est adaptée à notre niveau de compréhension. Mais si on est parent et qu'on accompagne un enfant endeuillé par suicide, on peut également trouver de l'information. Mais ça, c'est en construction. Et aussi, on peut laisser des messages sur la plateforme. Les personnes endeuillées peuvent laisser des messages, poser des questions. Et là, l'équipe, dans les 72 heures, on donne une réponse à la personne par rapport à la question posée, d'accord? Voilà, voilà, quelqu'un qui se retrouve dans une situation de deuil et qui a un certain nombre de questions. Là, il y a l'équipe au bout, au bout de l'ordinateur voilà, qui travaille à amener une réponse, à proposer une réponse à la personne. Et il y a aussi une chose là-dessus, si des personnes sont endeuillées par suicide, il y a une page témoignage, voilà, aussi. Et voilà, donc
Voilà, c'est intéressant parce que justement, ça aussi, ça aide de lire le témoignage de quelqu'un, de qu'est-ce qui s'est passé, de comment ça a été vécu. Ça permet aussi à d'autres personnes, comme on disait, la paire aidance, ben là, c'est une parité qui permet aussi de se dire, ben, on s'en sort, on peut y arriver après un suicide aussi. Et puis sur les ressources d'un point de vue national, hein, parce que je ne sais pas s'il y a que des Lyonnais avec nous connectés, je ne sais pas, peut-être en majorité, mais il y a aussi toujours le 3114 qu'on peut joindre et les collègues du 3114, à la fois psychologues et infirmiers, peuvent répondre aussi sur des questions de post-vention. Donc si on est endeuillé par suicide, on peut appeler le 3114 pour obtenir du soutien et puis être orienté vers un dispositif de soins qui est le plus proche de chez nous, de soins ou d'accompagnement, parce qu'on a dit que ça pouvait être également associatif. Tout à fait. Et il y a aussi encore une chose, pour les personnes qui ont fait un passage à l'acte, il est proposé aussi le dispositif vigilance, d'accord? Puisque une personne qui a fait une tentative de suicide, rien n'est plus dangereux, rien n'est plus risqué qu'une personne ayant déjà fait une tentative de suicide. La tentative de suicide peut en appeler une autre. Donc là, il y a un dispositif qui a été mis en place, vigilance, d'accord, sur plusieurs mois. Et en fait, c'est des rappels téléphoniques, voilà, sur des périodes charnières, voilà, pour prendre des nouvelles de la personne, savoir comment elle va, puis à 3 mois, voilà, savoir aussi envoyer une carte, rappeler. Et donc ça permet un accompagnement qui est pas trop invasif dans la vie de la personne, mais en même temps, ça lui permet, elle, de s'équilibrer. Elle sait qu'il y a des gens qui sont, voilà, qui font attention à elle. Et donc ça, c'est un dispositif national qui fait partie de la politique nationale de prévention du suicide. On espère avoir répondu à la question, du coup. Le mieux possible. Merci beaucoup en tout cas. Je vous propose peut-être de reprendre, ça Bon, vous a notre peut-être un peu présentation. interrompu dans votre présentation, Non, mais c'est intéressant. peut-être en se disant, avec en 20 minutes peut-être ça vous je sais pas si ça vous suffira ou pas, de manière à peut-être reprendre d'autres questions Enfin, qui ouais, vont je pense apparaître que d'ici là. Ce sera possible. ouais. Ouais, ouais, mais je m'inscris encore aussi. Alors, toujours, en fait, nous, ce qu'on avait envie de vous parler, c'est une étude qu'on a en commun avec Gilles. Oui. Euh, En fait, c'est pour montrer que la recherche, ça peut aussi avoir un aspect très pratique. Et donc là, c'est ça l'idée d'OPER. Donc OPER, c'est une étude de faisabilité, comme on vous a présenté tout à l'heure pour Prévail. On va aller tester une intervention pour voir si déjà on arrive à la réaliser, si c'est bien reçu par les personnes concernées. Et après, on va voir s'il y a un début d'efficacité. Et donc là, cette étude, elle s'appelle OPER. C'est donc une intervention combinée pair aidance et hotbox auprès de personnes suicidantes hospitalisées en unité psychiatrique de crise. Donc moi, je suis l'investigatrice principale de cette étude et Gilles est intervenant dans cette étude, mais on va vous en donner plus de détails juste après. Donc, comment est née l'idée d'OPER? C'est que moi, avant de faire ma formation d'infirmière en pratique avancée, j'ai exercé en tant qu'infirmière sur le centre de prévention du suicide et donc j'ai participé aux post-vention. Donc, j'accompagnais des personnes endeuillées par suicide et parmi ces personnes accompagnées endeuillées par suicide, il y avait certaines de ces personnes dont le proche était suicidé à l'hôpital pendant qu'ils étaient hospitalisés. Et du coup, moi, ça me questionnait beaucoup de me dire, c'est bien de faire de la postvention. On fait déjà des choses en prévention, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore plus de choses en prévention du suicide en milieu hospitalier? Donc, j'ai fait un travail de revue de la littérature pour explorer les différentes stratégies de prévention du suicide en milieu hospitalier. Donc, il me semble que j'avais à peu près 13 articles qui ressortaient, et avec 5 grands thèmes principaux qui sont autour de, quand on accompagne des personnes en crise suicidaire, déjà, il faut bien identifier de qui il s'agit, il faut bien l'évaluer, il faut bien sécuriser l'environnement, impliquer les proches dans l'accompagnement, qu'il faut traiter les pathologies, qu'il faut former les professionnels. Et ce qui m'a fortement étonnée, c'est qu'à aucun moment on parlait de la paire aidance comme étant un levier pour prévenir le suicide en milieu hospitalier, ce qui est quand même étonnant, sachant que quand même la paire aidance se déploie quand même largement sur les hôpitaux psychiatriques et ailleurs. Et puis qu'aussi les professionnels se plaignaient, entre guillemets, de ne pas avoir assez d'outils pratiques spécifiques en milieu hospitalier, le type plan de protection que certains doivent connaître, le safety plan. Et donc, du coup, j'ai rédigé un projet de recherche que j'ai soumis à mon hôpital. Et du coup, j'ai obtenu un financement pour mener cette recherche.
Donc en fait, on est parti du constat de départ que après une tentative de suicide, il y a un fort risque de réitérer, notamment pendant les premiers jours d'hospitalisation et à la sortie définitive. Donc l'importance de se focaliser vraiment sur ces premiers jours et puis du lien entre après l'hôpital et le retour à la maison. Parce que le moment de l'hospitalisation, alors c'est un moment à risque de décès par suicide, mais c'est surtout un moment crucial pour intervenir pour préserver la vie. Ce qu'on sait aussi, c'est que les interventions et contacts brefs en santé, donc on appelle aussi les BIC, c'est réputé facile à mettre en place, efficace, peu coûteux. Donc typiquement, un BIC, c'est faire un plan de protection avec une personne, c'est lui envoyer une carte postale, c'est lui donner le numéro du 3114, c'est lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles. Donc on est parti un petit peu sur ce modèle-là. Et puis moi, je me suis intéressée particulièrement à l'outil Hopbox, qu'on appelle aussi boîte à espoir. C'est un outil pratique de gestion émotionnelle qui vise à encourager les personnes à exprimer leur raison de vivre dans une boîte qui sera personnelle et personnalisable. Donc la Hopbox, on en parle de manière assez anecdotique dans la littérature et rapidement, il y a la version virtuelle qui apparaît et qui, elle, fait ses preuves en disant que les personnes qui font une boîte à espoir virtuelle, ça réduit les idées suicidaires, ça réduit la réitération, mais du coup, on perd toute cette expérience sensorielle qu'on a dans la boîte physique, où voilà, on va toucher les choses, les sentir. Et donc voilà, nous, l'idée, c'était de repartir sur cette hopbox dite physique qu'on peut toucher, voir, sentir. Et puis l'autre constat qu'on a fait jusqu'ici, c'est que les pères aidants mettent leur savoir expérientiel des troubles et du rétablissement au service de l'accompagnement des personnes et participent à humaniser les soins. Et puis je ne vous cache pas que moi, jusqu'à maintenant, je ne travaillais pas avec des pères aidants et que j'avais aussi envie de provoquer un petit peu les choses, de travailler avec des pères aidants. Donc l'objectif principal de cette étude, c'est d'aller évaluer la faisabilité de l'intervention au pair. Donc au pair, c'est un père aidant qui va rencontrer sur 1 heure à peu près une personne qui est hospitalisée pour lui expliquer ce que c'est que la Hopbox, la boîte à espoir. Je vous le fais rapidement. Et y envoyer une carte postale de rappel à la personne. Donc ces personnes, c'est des personnes suicidantes, donc qui ont fait une tentative de suicide il y a moins d'1 mois et qui sont hospitalisées en unité psychiatrique de crise. Donc ici, c'est des unités de courte hospitalisation qui vont pas au-delà d'1 semaine. Et l'objectif secondaire de cette étude, c'est d'aller évaluer le potentiel d'efficacité. Donc, je n'ai pas de groupe contrôle, donc je ne pourrais pas faire de conclusion vraiment sur l'efficacité, mais voir quand même si déjà il y a un début d'efficacité sur le désespoir, le sentiment d'auto-efficacité, les raisons de vivre, le soutien social perçu, la présence d'idées suicidaires et la réitération à 3 mois. Donc, la méthodologie utilisée donc, pour cette étude, il y a 2 pères aidants, donc il y a Gilles et Alexandra Fautré qui travaillent aussi sur l'hôpital du Vinatier. Et on va chercher à aller inclure 40 personnes sur 2 unités psychiatriques. Donc, on a une unité ici qui s'appelle l'UCO sur l'hôpital du Vinatier et on a une autre unité qui s'appelle l'UPC à l'hôpital Édouard Herriot, mais c'est des unités qui vraiment se ressemblent beaucoup. Et donc, l'idée, c'est d'aller interroger 20 personnes d'un côté, 20 personnes de l'autre. Donc, il y a tout un volet quantitatif où on va faire passer des échelles psychométriques aux personnes à l'inclusion il y a 3 mois pour voir s'il y a une différence. Et puis tout un volet qualitatif où on va faire des entretiens semi-directifs avec des personnes tirées au hasard. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre avec le père aidant? Qu'est-ce que vous avez pensé de la hotbox? Qu'est-ce que vous avez pensé de la combinaison des œufs, des deux? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Est-ce que vous trouvez que c'est arrivé au bon moment? Enfin voilà, l'idée, c'est de demander directement l'avis aux personnes concernées. Et puis après chaque rencontre, les pères aidants remplissent un questionnaire pour voir est-ce qu'ils ont réussi à dérouler l'entretien comme on avait prévu que ça devait se dérouler, c'est-à-dire se présenter, enfin voilà. Et comment est-ce qu'ils ont été accueillis par les équipes, enfin, toutes ces choses-là. Donc très concrètement, il y a eu un temps de formation des pères aidants avant cette intervention-là. Et en fait, les pères aidants sont à la fois intervenants et, entre guillemets, sujets d'étude dans cette étude parce qu'on leur demande aussi leur avis sur le déroulement. Donc, on a dû les inclure, ils font partie des participants, ils interviennent et on leur demande également leur avis. Et puis l'idée, c'est que les infirmières en pratique avancée, parce que je travaille aussi avec Priscilla Evo à Édouard Herriot autour de ce projet-là. Et donc l'idée, c'est que nous, on va aller repérer dans les services les patients qui ont fait une tentative de suicide il y a moins d'1 mois. On va leur présenter l'étude et on va leur demander si elles sont d'accord pour y participer. Et on va leur faire passer 4 échelles psychométriques à l'entrée. Après, on va organiser dans les 72 heures la rencontre avec le père aidant, donc soit Gilles, soit Alexandra. Il va y avoir cette rencontre-là.
Et puis après, à 1 mois, les pères aidants envoient une carte postale personnalisée aux personnes en leur disant, voilà, nous sommes rencontrés il y a 1 mois, j'espère que depuis, vous avez pu réaliser votre boîte à espoir. L'idée, c'est de maintenir un petit peu la motivation des personnes. Et puis à 3 mois, nous, les IPA, on va rappeler ces personnes pour leur demander leur avis. Donc ça, c'est vraiment le déroulement de l'étude. Et ça a commencé par un temps de formation, je vous disais, pour les pères aidants. Donc là, vous avez toute la fine équipe. Donc Gilles et moi, mais on voit à côté de Gilles, donc c'est Priscilla. Et puis après, c'est Alexandra. Donc là, c'était le jour de notre formation. Donc cette formation, en fait, on l'a co-construite, donc Priscilla et moi, et on a demandé aussi l'avis du coordinateur du DU de Père Aidance à Lyon, qui s'appelle Fabrice Solière. Et donc, on a construit tout un module de formation de se dire, ben, oui, les pères aidants ont leur savoir expérientiel, ils ont leur formation professionnelle, mais là, on va leur demander d'intervenir sur un outil encore plus spécifique qui est intervenir auprès de personnes suicidantes et en plus leur présenter un outil Upbox. Donc, on s'est dit que c'était nécessaire de faire un temps de formation. Donc, on a commencé pour le contenu de cette formation de faire, leur présenter aux pairs qu'est-ce qu'on en attendait, quels étaient les leviers, les freins. Un temps de rappel, parce que c'était vraiment un rappel pour vous, hein, de compréhension de la crise suicidaire et l'évaluation du potentiel suicidaire, que faire voilà, en cas d'urgence. On a fait des rappels autour de père aidance en suicidologie, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que la littérature nous dit, un petit peu ce qu'on a fait avec vous là au début. Et puis un temps un peu théorique, plus pratique autour de la boîte à espoir. Comment ça marche, quels sont les leviers d'efficacité, comment on s'en sert, comment on explique ça aux personnes concernées. Et puis l'idée, c'était aussi de faire un peu après des mises en situation qu'on n'a pas réussi finalement à faire le jour de la formation, mais après. Donc c'est si vous aviez à présenter cet outil à une personne, comment vous feriez, voilà. Et tout autant pendant cette formation, du coup, les collègues ont fait aussi une hopbox théorique, donc c'est-à-dire une hopbox témoin qui présente aux personnes quand ils vont les voir. Et on a fait, pour tout à l'heure, hein, ce qu'on se disait, la question du bien-être, de préserver la santé mentale des collègues avec lesquels on travaille. Bon, on a fait tout au long de la formation des temps pour soi, avec un peu de méditation, voilà, de choses de cohérence cardiaque. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a construit cette formation. Globalement, on était tous les 4 très satisfaits de cette formation. Voilà, Gilles et Alexandra nous ont fait des retours où voilà, c'était assez pertinent, les choses qui étaient proposées. Nous, on a appris aussi beaucoup sur la pérénance qu'on continue à découvrir. Enfin, voilà. Et donc, l'idée, c'est que si après, au pair, ça montre voilà, que c'est faisable et tout ça, l'idée, c'est peut-être que cette formation, on puisse la développer un peu plus largement. Et bien sûr, pour que ce soit pertinent, que ce serait une formation qu'on co-animerait un IPA, un père aidant pour co-animer cette formation pour que ça ait encore plus de poids. Donc peut-être pour que ce soit concret, que Gilles, tu puisses expliquer comment ça se passe quand tu vas rencontrer une personne et que tu fais l'intervention au pair. Donc, voilà, comme vous le voyez, en fait, l'intervention, elle est fortement cadrée. Donc, on a effectivement, je rappelle effectivement que les personnes ont vu Tamara, voilà, pour leur rappeler un peu ce qu'est l'étude. Puis, je me présente, il y a des temps d'échange, et puis voilà, je montre le principe de la hotbox, on montre une hotbox témoin, on remet la hotbox et on rappelle la suite du déroulé. Bon, ça c'est le cadre. Ensuite, ce cadre, il est forcément élastique en fonction de qui on rencontre. Donc, effectivement, l'âge, par exemple, a un fort enjeu, puisque les jeunes personnes sont souvent étonnées de voir un monsieur ayant eu une pratique suicidaire, enfin voilà, ayant fait des tentatives de suicide. Donc ça, c'est je garde en tête surtout une jeune personne, par exemple, pour qui la hopbox, elle avait besoin de savoir si moi, ça m'avait sauvé. C'était pour elle très important de savoir si, voilà, si pour moi ça avait marché et si ça allait vraiment la sauver. Voilà, c'était très important. Il y a des gens avec qui je fais plus
la psychoéducation, expliquer un peu ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Et en partant de mon histoire aussi, je peux aussi m'appuyer dessus. Mais quoi qu'il en soit, je déroule un peu voilà, la crise suicidaire, qu'est-ce qui va se passer, les risques encourus dans les prochains mois aussi, pour expliquer un petit peu la logique de la Hopbox et l'idée de dire aussi aux personnes que c'est leur ramener une autonomie. C'est dire, vous avez aussi des outils, d'accord? On peut vous aider, les équipes sont là pour vous aider, mais on peut mettre aussi en place des outils et vous pouvez les mettre en place et les construire qui vous permettront justement de réagir de façon vertueuse à ce qui vous arrive. Donc là, voilà, il y a des personnes avec qui la discussion, c'est vraiment sur ah, mais est-ce que je peux mettre ça dans ma boîte? Puisque donc la Hopbox, ça s'adresse aux 5 sens. D'accord? C'est pas un album photo. La Hopbox, ça va être, on peut y mettre des choses à manger, on peut y mettre des choses du bien-être, des crèmes, des choses comme ça. On peut y mettre des souvenirs de vacances, voilà, souvenirs d'un super voyage de vacances. On peut y mettre un carnet à dessiner, on peut y mettre un livre à déchirer, on peut y mettre une balle sur laquelle on peut s'écraser. On peut avoir des photos aussi, des photos qui nous amusent, des photos souvenirs chouettes. On peut écrire dans sa boîte, voilà, des numéros de téléphone, des mots gentils pour soi-même. Sa boîte, on s'en empare, donc effectivement, on la construit, on la maquille, on la déguise, appelons ça comme on veut, mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est vraiment de prendre possession de ce qui est une boîte en carton, puisque ce que je donne, c'est une boîte en carton, un peu élégante, mais ça reste une boîte en carton, voilà, et comment les personnes, effectivement, elles s'en emparent pour, voilà, pour en faire. Alors après, les gens, voilà, chacun, les gens se mettent à rêver dessus. Ah, mais je pourrais faire ça. Mais oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ah, mais je pourrais mettre de la moquette. Mais vous pouvez mettre de la moquette. Voilà, tout ce qui peut venir dans la tête, bien sûr, puisque l'idée, c'est justement d'avoir son propre outil. Donc, il y a des gens qui disent, mais je dois mettre tout ça dedans. Non, c'est à vous. Vous mettez tout ce que vous voulez. D'accord? Parce qu'il y en a, ils sont presque avec un petit marqueur pour, ah, donc je dois mettre ça, ça. Non, 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 non. C'est à vous. Et donc, c'est vraiment cette idée, on est là sur la démocratie en santé, sur comment la personne, elle s'empare, elle prend soin d'elle-même, elle construit des outils qui vont lui permettre de prendre soin d'elle-même. Voilà, donc ça, c'est important. Et, euh, et donc, justement, si vous voulez, elle peut d'un côté faire du bien. Alors, je peux mettre des bonbons, voilà, ça va me calmer, mais aussi, par exemple, de mettre un carnet avec des crayons ou un livre à découper pour pouvoir faire du collage, et bien ces choses-là, elles vont me détourner. Donc il y a différentes approches. Je peux mettre une musique qui va me mettre de bonne humeur. Donc j'ai ma clé USB, je la mets dans mon ordinateur et puis j'ai ma playlist qui déroule. Donc voilà. Et puis en attendant, je me mets à faire du coloriage, voilà, parce que et du coup ça va me détourner aussi. Donc il y a plein de stratégies à mettre en œuvre. Et l'idée des 5 sens, c'est aussi de faire appel à toutes ces stratégies qui vont nous permettre de, par exemple, un flacon d'odeur. Voilà, ah, ça sent l'orange, j'adore cette odeur. Voilà, ça me fait du bien. Ah, ça me fait du bien. J'ai beaucoup pleuré, je me mets un masque sur les yeux pour que justement j'ai plus l'air d'un lapin qui a la myxomatose. Voilà, c'est un peu ça c'est un peu ça. Et après cet objet, évidemment, il faut le garder chez soi, proche. Voilà, expliquer aux gens que s'il est avec les affaires d'été en haut du placard, c'est plus compliqué de s'en saisir. Donc effectivement, l'emballer, tout ça, ça lui permet d'avoir une existence dans un espace commun sans que tout le monde se dise, oh, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Et à la fois de l'avoir à portée de la main. Parce que évidemment, c'est toujours pareil. Si on voit la chose, on va y aller. Si la chose, on ne la voit pas, et ben voilà, on ne va pas y aller. Donc effectivement, la mettre voilà, dans le salon ou dans la chambre, c'est se dire tout le temps, ah, bah oui, tiens, je peux m'appuyer moi-même sur cette box. Voilà un peu le cadre, la présentation de la box. Et après, effectivement, ça varie selon les personnes. On va parler plus de ah, mais qu'est-ce que c'est, ma souffrance, voilà, moi, et donc, on va parler du désespoir, du fait
quand on se suicide, c'est pas forcément mourir, hein, c'est plutôt arrêter de souffrir. Et ça, souvent, les gens arrivent à s'y reconnaître et à dire, ben oui, moi, c'est comme ça. C'est parfois, on parlait tout à l'heure de Joyner, c'est parfois le fait de se dire, ben oui, moi, je suis un boulet pour tous les autres. Voilà, je pèse tout le monde, je suis un fardeau. Ah ben oui, moi aussi, je sens que je suis un fardeau. Ben oui, alors moi, je raconte que ben oui, moi aussi, ça a été pareil, me sentir. Donc, on est dans une logique totalement absurde qui est de se dire, en me tuant, je vais faire du bien aux gens. Voilà. Donc, voilà, on aborde toutes ces questions-là tranquillement, voilà, selon les besoins de la personne. Mais le cadre, il est très défini. Voilà. On bouge à l'intérieur, mais le cadre, il est très défini. C'est, voilà, amener la personne à comprendre comment cet objet, voilà, elle peut l'investir pour elle-même et pour qu'il puisse lui faire du bien à elle-même. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur comment on travaille l'intervention. Donc, je laisse à la personne, au début, là, vous voyez, sur la DIA, il y a Hopbox, ben, c'est des petits stickers, parce qu'il y a des gens, ça les stimule d'avoir mis des étiquettes. Voilà, d'un seul coup, ah oui, d'accord, je peux mettre des trucs. Oui, oui, vous pouvez mettre des trucs dessus. Voilà, donc il y en a qui mettent un truc voilà, de la plaque d'autocollant. Voilà, on dit, mais vous pouvez en mettre plus. Voilà, les principes de la Hopbox, voilà, pour que la personne en rentrant chez elle ait un peu les principes de la Hopbox. On en profite aussi pour parler des dispositifs 3114, tout ça, pour que la personne, effectivement, garde ça en tête. Et puis, voilà, la carte postale que je vais envoyer, voilà, un mois après, avec un petit mot pour la personne, si je me souviens de quelque chose, voilà, mais dans une logique qui est de dire, on s'est rencontrés il y a un mois, je vous ai présenté la Hopbox, est-ce que vous avez réussi à vous emparer de la vôtre? Voilà, et je signe le père aidant pour que la personne se rappelle un peu qui je suis. Et la carte est sous enveloppe pour que toute la famille ne lise pas la carte postale qui a été envoyée à la personne, puisqu'il y en a que ça inquiète. Mais est-ce que toute ma famille va voir que j'ai reçu ça? Non, ça sera dans une enveloppe. Voilà. Et donc, on reste sur de l'intervention brève. En tout cas, là, c'est l'idée qu'on a eue. Voilà, c'est une rencontre avec le père aidant, une Hopbox, une carte postale, et on demande aux personnes ce qu'elles en ont pensé. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu ça le principe. Le principe. Ouais. Je me Oui. permets d'intervenir, du coup, merci. Est-ce que c'est possible de conclure sur au pair en 4 minutes, ce qui donnerait encore 10 minutes, parce qu'il y a pas mal de questions. Oh C'est là notre là dernière là là. slide, Maxime. Maxime, on est fait pour se rencontrer. Donc simplement, bah voilà, pour dire où est-ce qu'on en est là sur cette étude. Donc on a réalisé 2 inclusions à Édouard-Herriot, 9 ici sur le Vinatier. Et puis nos premiers retours, c'est que quand même c'est bien reçu par les personnes concernées. Elles sont vraiment intéressées. Enfin voilà, Gilles, quand il revient de ses rencontres, il me dit ah ça s'est super bien passé. Enfin voilà. Donc on attend de voir les choses plus structurées sur l'évaluation. Mais en tout cas, pour l'instant, on sent qu'il y a un intérêt des personnes. Voilà, à la fois pour la rencontre et à la fois pour l'outil Hopbox. Voilà, donc, Et un intérêt de l'équipe aussi. C'est Oui. marrant, l'équipe de l'UCO, petit à petit, ah mais explique-moi plus quand même. Ouais. Enfin voilà, petit à petit, c'est ah mais j'ai vu monsieur machin. Voilà, c'est petit à petit, l'équipe s'intéresse aussi à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce drôle d'Olibrius qui vient avec sa boîte en carton et voilà. Voilà, et puis dans les choses à venir, on va normalement publier un article sur la revue Soins et psychiatrie autour de cette étude-là. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, normalement, il y aura à disposition cet article. Voilà, et puis simplement, alors on va pas vous passer la vidéo parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, mais on voulait finir sur ce dispositif qui s'appelle les Ulysse, qui est soutenu par Papageno, qui fait partie de la stratégie nationale de prévention du suicide, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas se parler de père aidant sans redonner à la fin la parole aux personnes concernées. Donc les Ulysse, c'est des témoignages de personnes rétablies d'une crise suicidaire. Il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées, des hommes, des femmes qui témoignent de leur parcours et puis de comment maintenant elles vivent, comment elles ont réussi à traverser ces différentes épreuves. Donc on s'est dit que c'était pas mal de pouvoir vous donner cette ressource pour que ceux qui ne connaissent pas de ces témoignages de personnes qui ont traversé des crises suicidaires. Voilà, ça va Maxime, on a tenu le timing qu'il fallait. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, il y a un certain nombre de questions. Donc, je vous ai mis le lien des Ulysse dans la conversation pour ceux et celles qui voudraient aller regarder. Alors, je vais essayer de reprendre les questions en les mettant peut-être par groupe.
Alors, il y a une première question, il me semble que c'est un élément que vous avez abordé au début, c'était je m'interroge sur le retour. Pardon, je me trompe de question. Si, c'est ça. Je m'interroge sur le retour. Non, avez-vous des données chiffrées, pardon, sur cette prise en charge père aidance vers VS processus classique? Du coup, j'ai l'impression là-dessus que vous aviez apporté des éléments au début, qu'il y avait des recherches, mais qui étaient peut-être trop peu nombreuses aujourd'hui et qui Ouais. pouvaient parfois manquer, en tout cas, soit de rigueur ou autre, qui aurait permis du coup d'attester de certaines efficacités et C'est que ça. là-dessus, il y a vraiment un besoin et que votre étude notamment participe un peu dans cette lignée-là, d'essayer d'apporter aussi des réponses, c'est ça? Ouais. Oui, Voilà, à c'est-à-dire, petite échelle. Mais... oui, et c'est encore une fois le problème qu'on soit sur une prise en charge multiprofessionnelle, d'accord, et qu'on n'ait pas, par exemple, un outil comme les directives anticipées de la psychiatrie. On va donner cet outil, on va voir et on mesure. Là, c'est des choses plus complexes. Donc, en ça, Opère est une première approche intéressante de se dire, ben voilà, est-ce qu'on va pouvoir mesurer? Mais effectivement, pour le moment, voilà, il y a un problème de mesure, d'évaluation de l'efficacité qui est lié effectivement à la prise en charge multiple et au fait que bah, on espère bien que quelqu'un après un deuil va aller mieux. Voilà. Donc, est-ce qu'il va mieux parce qu'il va mieux Ok. ou est-ce qu'il va mieux parce qu'il a été compliqué? C'est accompagner, c'est difficile. Merci. Il y avait une question, alors je reprends parce que celle-ci, c'est pas dans l'ordre, mais elle était sur la hopbox et c'est le thème que vous venez d'aborder. N'y a-t-il pas un risque avec la hopbox d'une injonction, virgule, persécutante, virgule, à avoir une raison de vivre à un moment où on peut en trouver aucune en quelque sorte, où la Ouais. personne en tout cas pourrait en trouver aucune. Alors, donc déjà, ce qui est dit dans la littérature par rapport à la hopbox, d'ailleurs au même titre que le père aidant, c'est-à-dire que ça ne présente aucun risque de réaliser une hopbox ou de rencontrer un père aidant. Ça par contre, c'est certain. Ça, c'est Et en fait, justement, la hopbox, alors l'idée, donc déjà, c'est que ça se construit progressivement, hein. C'est pas du jour au lendemain que la personne va remplir sa hopbox, ça va être progressif et c'est quelque chose qui va faire le lien entre l'hôpital et la sortie et le retour à la maison. Et il n'y a aucune injonction, c'est dire aux personnes, parmi tous les outils, parmi toutes les choses qu'on va pouvoir vous proposer, ça peut être un outil qui, à un moment donné, peut vous aider. Et en fait, c'est aussi quand même, ça c'est de la psychoéducation, c'est de lutter contre ce phénomène quand on est en crise suicidaire, c'est que je ne vaux rien, plus rien n'est efficace, rien ne marche, et c'est de se dire, ben peut-être que dans un moment de désespoir, d'ouvrir cette boîte, ça peut vous aider. Mais ça peut être aussi appeler le 3114, ça peut être utiliser le plan de protection, ça peut être prendre un traitement si besoin, ça peut être appeler ma meilleure amie. Mais c'est aussi, on sait que quand on est en crise suicidaire, on perd nos capacités réflexives comme on les a habituellement. Il y a une restriction cognitive qui fait qu'on n'arrive pas à réfléchir comme on réfléchit habituellement. Et de préparer en amont cette boîte peut servir dans un moment de crise ou dans un moment où on se sent moins bien pour essayer de se changer les idées, pour essayer de faciliter la demande d'aide. Voilà, c'est ça cet objectif. Et c'est vraiment de dire aux personnes, eh ben, quand on est en crise suicidaire, il y a un peu comme si l'éventail des possibilités s'était refermé. Et là, avec la Hotbox, qui est un outil parmi tant d'autres, on réouvre des possibilités de pouvoir intervenir, d'agir. On redonne en partie voilà, le pouvoir d'agir aux personnes quand elles se sentent désespérées. Et voilà, ça fait partie d'un panel de propositions. Mais on a cette tendance aussi, hein, quand on est très mal aussi à vouloir s'isoler, à vouloir parler à personne. Alors, dans des moments, c'est nécessaire. Et puis, il y a des moments où ça va être nécessaire de demander de l'aide. Et la boîte à espoir peut aussi servir à ça. Voilà, ça peut faciliter la demande d'aide, aider à se distraire, aider à se détendre. Voilà, ça agit sur plusieurs leviers, en fait. Et puis, le suicide n'est pas un choix. Voilà, il faut enlever cette idée de je m'installe tranquillement dans mon bureau, je réfléchis et je me suicide. C'est pas comme ça que ça se construit, hein. On voit bien que c'est un système où d'un seul coup, on n'a plus d'autre choix que ça. Voilà. Donc c'est pas quelque chose où je réfléchis, j'ai plein d'options, ah aucune option ne me plaît dans la vie, je me suicide. Non, c'est quelque chose où à un moment donné, on est dans l'absence de réponse possible à la souffrance qu'on éprouve. Voilà. Et donc, à un moment donné, on essaye de proposer, mais c'est toujours proposé, les gens rentrent ou pas dans le dispositif. Mais se suicider n'est pas un choix. Voilà. On a l'impression que, on peut romantiser que, mais ce qu'on veut, c'est ne plus souffrir. C'est pas mourir. Voilà. Donc, à un moment donné, offrir des espaces qui vont permettre
à un récit de vie de se prolonger ou de cesser de souffrir, c'est pas des outils qui peuvent être injonctifs ou impératifs. Et puis c'est surtout que vraiment l'idée de la hotbox, c'est qu'après, elle soit personnelle. Donc dedans, on y met Ce qu'on veut. ce qu'on y veut. Il faut que ça nous parle à nous quand on l'ouvre et pas aux professionnels. Enfin, on la fait pas pour faire plaisir aux professionnels. Et c'est aussi l'idée, en tout cas, je trouve la force peut-être de l'OPER, mais on verra sur les conclusions de l'étude, mais c'est de se dire que aussi, si cet outil est présenté par un père aidant, il y a aussi il y a moins ce côté peut-être injonction qu'il peut y avoir dans d'autres dispositifs peut-être de soins. Voilà, il y a ce côté, voilà, moi, en toute humilité, je viens de te parler de mon expérience et de cet outil-là. Moi, je pense que ça peut être efficace parce que ça a pu marcher pour moi, ça a pu marcher sur d'autres, ça, mais aussi d'autres choses. Voilà, moi, je te le propose. Donc, c'est un peu comme une porte ouverte, une main tendue. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est ça, tout à fait. Parce qu'il y a des gens dont je sens, en tout cas, on verra après à l'issue de l'étude, mais où j'ai l'impression qu'en fait la relation a eu plus d'importance que la boxe, et je suis pas sûr qu'ils s'empareront de la boxe en sortant. Par contre, il s'est vraiment passé quelque chose du point de vue de la relation. Donc en ça, je veux dire, les gens se saisissent ou pas de ça, quoi. Il y a quand même toujours le libre arbitre de la personne de dire ça m'intéresse pas, ça m'intéresse. Mais en tout cas, l'idée, c'est de proposer d'autres outils que ce qui existe déjà en prévention du suicide. En tout cas, on le teste, quoi. Alors du coup, vu avec ce que vous venez de dire, je vais rapidement répondre à 2 questions qui étaient autour de la Hotbox. Ouais. Une sur le fait de est-ce que ce dispositif existe partout en France? Alors non, pas pour le moment. Enfin, en tout cas, plein d'autres équipes peuvent s'en saisir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une expérimentation que font Tamara et Gilles dans le cadre du coup, l'hôpital du Vinatier et des Hospices civils de Lyon. Et puis cette question de est-ce on pourrait inclure la construction de la box dans le safety plan ou plan de protection? Du coup, oui, c'est 2 outils qui peuvent se travailler ensemble et qui ont leur pertinence de manière conjointe. Et alors, je me permettais de répondre rapidement à ça parce qu'en fait, il y a un autre versant de question que j'ai pas abordé et auquel vous pouvez peut-être apporter un regard qui porte finalement sur les proches aidants. Et donc, la première question, c'était comment prenez-vous en compte les proches aidants? Donc, j'imagine dans la dynamique peut-être de suivi des personnes que vous pouvez avoir. Et comment la posture de père aidant peut-elle s'articuler avec une expérience de proche aidance, indépendamment du vécu personnel, notamment en termes de légitimité, de cadre éthique, de positionnement professionnel? Alors, c'est 2 questions différentes, mais qui peut-être abordent un thème un peu similaire. Ben, la question du proche, la question des aidants, les aidants naturels et tout ça, c'est une véritable question sur laquelle je suis pas très pointu en dehors de mon expérience personnelle, mais voilà, qui n'est qu'une expérience personnelle, qui est à un moment donné, effectivement, mon aidante, effectivement, c'est quelqu'un qui est capable de voir ce qui est en train de glisser chez moi. Donc ça, c'est un outil très précieux, c'est que parfois, elle agite des petits drapeaux en me disant: «On est en train de glisser mon ami», et donc du coup, on est capable de mettre en place quelque chose. Mais c'est effectivement là, ça s'est construit dans une relation de couple, voilà, et donc voilà. Après, au-delà de la relation des aidants, enfin, j'ai du mal un peu à percevoir la question de l'articulation des 2. C'est-à-dire que les aidants, ils sont toujours en dehors. La force qu'ils ont, par exemple, ce qu'on voit avec l'UNAFAM, c'est qu'effectivement, les familles, elles repèrent et elles ont beaucoup d'infos et elles repèrent beaucoup de choses. Donc c'est ça, quelque part, la force de l'aidant, c'est que justement, il est capable, il a un point de vue tiers par rapport à ce que vit la personne, et il est capable effectivement, de lui signaler, de dire ce qu'elle repère et tout ça, et ça, c'est très important. C'est très important, oui, même quand la personne va à l'hôpital, enfin, c'est des infos très importantes. Après, aussi, de manière générale, en prévention du suicide, en tout cas, nous, comme on le pratique sur l'hôpital du Vinatier, on essaie d'inclure au maximum les proches, si les personnes concernées sont d'accord, si on trouve que c'est un intérêt. C'est-à-dire il y a une consigne quand même en prévention du suicide qui est de briser l'isolement. Donc, c'est vraiment, on va voilà, profiter de ce moment de la rencontre pour dire, est-ce que ce serait possible de se mettre en lien avec votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre meilleur ami. Pourquoi? Pour que moi, je lui apporte des éléments un peu de compréhension sur ce que vous traversez, pour peut-être recueillir son inquiétude ou son avis, ou voilà. Donc, on travaille avec les proches. Après, sur la question plus spécifique des
de la père-aidance familiale. Alors, moi, je connais encore peu. Je sais juste que là, pas plus tard que cette semaine, j'ai fait une intervention sur la prévention du suicide auprès des personnes qui se forment à la père-aidance familiale. Je sais on a reçu, nous, une père-aidante, enfin, une étudiante en père-aidance familiale sur le centre de prévention du suicide. En tout cas, voilà, les liens sont... En tout cas, on tente de nouer des liens avec aussi cette nouvelle profession. Mais qui, bien sûr, je pense, en prévention du suicide est complémentaire, hein. Enfin, je veux dire, toutes les aides possibles sont les bienvenues, hein, que ce soit les pères aidants professionnels, la Et, père aidance et familiale. après, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment apporter des outils euh, aux aidants. Euh, je ne sais rien, par exemple, en ce qui me concerne, ne pas mettre à ma disposition un certain nombre d'outils, d'objets, de moyens. Voilà, ça déjà, c'est une façon de me protéger, mais c'est vrai que des fois, on n'y pense pas. Ah ben oui, tiens, c'est vrai, si on mettait ça sous clé, ça serait plus simple. Ah ben oui, alors faisons-le. Et quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Et puis quand ça va pas, j'arrive pas à ouvrir. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et c'est vrai que simplement, peut-être aussi donner des infos un peu aux aidants pour leur dire, ben voilà, tiens, quelque chose, scotcher les fenêtres, enfin voilà, ça peut aider aussi. Voilà, c'est important. Ah, il est 15h30. Ouais, je vois que l'heure est... Ouais. On va devoir s'arrêter là, non? Peut-être Maxime, je sais pas. Alors oui, Dernière question. effectivement, pour être père aidant, il y a quelques questions. Donc, du coup, effectivement, pour être père aidant, il faut être soi-même concerné directement et pas être peut-être... Un aidant. on peut être proche aidant et aussi personne concernée. Oui, Oui, Et du coup, devenir père aidant, oui. comme on peut être père aidant et peut-être ne pas avoir été proche aidant à un moment donné. bien sûr. Voilà. Il y avait rapidement d'autres questions auxquelles je vais répondre, qui étaient sur le risque, effectivement, pour les personnes âgées vis-à-vis du risque suicidaire, pour une personne qui travaille notamment en EHPAD. Alors, effectivement, il y a un risque très important chez la personne âgée. On observe presque un tiers des décès par suicide chez cette population-là. Moi, je vous invite à retrouver des ressources auprès déjà du 3114 qui peuvent aussi vous orienter de manière plus, je ne sais pas sur quel département en fait ou ville vous êtes, peuvent vous orienter peut-être vers des ressources pour peut-être parfois travailler des temps de sensibilisation ou autre auprès des professionnels aussi des EHPAD ou d'autres structures. Je me permets de mettre un lien du coup, parce que pour des questions, alors pas une situation précise, mais par exemple si vous voulez contacter un centre 3114 parce que vous voulez savoir quels sont les acteurs du territoire sur la prévention du suicide, sur comment accéder à des formations, vous pouvez, je vous ai mis le lien, contacter le centre le plus proche de chez vous, ils pourront vous répondre sur cet aspect-là. Et il y avait une autre question un petit peu similaire finalement, c'est qu'est-ce qu'on vient faire après une tentative de suicide ou un décès par suicide dans un milieu scolaire? Comment en tant que psychologue ou peut-être infirmière scolaire, on vient prendre en question ça? Et je pense que c'est une question sur laquelle vous pouvez, j'oserais pas apporter une réponse trop large sur une situation qui est peut-être spécifique. Moi, je vous invite dans ces cadres-là à contacter aussi le 3114 pour pouvoir exposer en détail votre situation et avoir des conseils plus avisés et plus pertinents à votre situation. On a fait à peu près le tour, je pense. Normalement, c'est enregistré. Normalement, ça devrait pouvoir être mis à disposition. Si ça fonctionne bien, le lien pour la retransmission, j'essaierai d'envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites et qui ont affiché leur mail lors de l'inscription. Euh, Voilà. Il y a une dernière question, je ne sais pas y répondre, ça Gilles peut-être fera me dire, où trouver des informations concernant l'accès à des formations en paire et danse, notamment dans le nord de la France. Ah oui, à Euh, Lille, la licence médiateur de santé pair, portée par le CCOMS dans le nord de la France. Plus à l'ouest, à Rennes, il y a une formation qui fait partie du. Donc là, ça fait partie de l'unité de sociologie, voilà, qui est portée par évidemment F. Gardien, qui travaille beaucoup sur la question de la pérédance. Puis ensuite, il y a une formation à Bordeaux, il y en a une à Lyon. Voilà, pérédance à Lyon, voilà, qui Un est diplôme portée par universitaire. diplôme universitaire, porté par le professeur Franck. Voilà, il y en a une aussi à Aix-en-Provence qui s'est mise en place, mais là c'est une licence, voilà, qui a été mise en place. Il y en a une à Marseille, je ne sais pas si elle aura lieu cette année, qui a un diplôme universitaire aussi. Voilà, donc ça commence à apparaître, il commence à y en avoir, mais dans le nord-nord, c'est Lille, il y a le CCOMS qui en donne une à Lille et il y en a la même à Paris. Voilà, licence médiateur de santé pro. Merci beaucoup.
Merci à à toi Tamara, merci à Gilles pour vos interventions et pour avoir pris le temps de répondre à toutes les questions qu'il y a pu avoir. Merci beaucoup aux personnes qui ont pris ces 1 heure et demie aussi pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir échanger avec vous et discuter de ce sujet de la pérédance en suicidologie qui paraît comme un des sujets majeurs pour penser la prévention et la postvention suicidaire. Mhm. Euh, voilà, et puis on restera disponible, on mettra à disposition au moins un mail si jamais il y a d'autres questions. Par la suite, on pourra essayer d'y répondre dans la mesure du possible et du temps qu'on a aussi à disposition. Et merci beaucoup, Maxime. Ouais, merci. De rien. Et puis je vais mettre fin à l'événement. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne après-midi et une très bonne semaine. Et puis c'est encore la 30e journée, la journée nationale de prévention du suicide, a encore quelques heures devant elle pour cette 30e édition. Merci, au revoir.